La tolérance ne suffit pas, j'ai choisi délibérément ce titre un peu provocateur parce que ce mot de tolérance qu'on entend ici de façon régulière, un maçon est naturellement tolérant. Pourquoi en parler encore un peu plus puisque, au fond, ça va de soi. Et puis, d'autre part, on trouve ce mot dans tous les discours politiques, presque. On le trouve dans tous les journaux, télévisés ou papier. Alors, pourquoi parler de la tolérance, puisqu'il semble bien qu'elle se soit instituée naturellement dans la société? Eh bien, en fait, c'est que le constat est tout à fait contraire et qu'il ne semble pas que cette tolérance invoquée, réclamée à grands cris, soit finalement pratiquée par tous et par chacun. J'ai consulté le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme de 2012 et il fait un constat tout de même assez accablant. Depuis 2009, l'antisémitisme, la xénophobie sont beaucoup plus marqués dans notre société dans une proportion de 55% par rapport aux époques précédentes. Les personnes qui estiment que les musulmans forment un groupe à part dans la société dépassent également la moyenne de la société, on en relève 55%. Et 69% pensent que les étrangers sont trop nombreux dans notre pays. D'ailleurs, parmi ces 69%, 72% considèrent qu'ils ne contribuent pas à la richesse nationale. Entre 2011 et 2012, les actes racistes, délibérément racistes, du moins ceux qui ont été répertoriés, ont augmenté de 2%. Et dans ces 2%, 59% visent les populations d'origine juive. Alors, cette tolérance, si souvent prônée, valorisée, ne semble pas, même si on l'invoque journellement, elle ne semble pas arrêter cette dérive dangereuse qui conduit à une société morcelée, fracturée, déstructurée. Si la faculté de supporter seulement ne suffit pas, c'est que d'autres exigences s'imposent et qui impliquent les deux parties. Condorcet, dans la situation précédente, distinguait le chrétien et l'homme et réduisait la tolérance à une valeur purement contingente. Elle est destinée à être dépassée et elle est contenue par une autre valeur, universalisable, elle, la liberté de conscience. Une tolérance qui s'inscrit dans la réciprocité suppose qu'elle est universalisable. Le regard ne doit donc pas s'arrêter à l'individu, membre particulier d'une communauté, mais à l'individu, fraction de l'espèce humaine, un particulier bien universel. Cela ne veut pas dire que la communication ignorera la réalité des oppositions, mais tout échange sera placé dans la perspective de ce quotidien. Il s'agit de servir l'humanité en général dans un homme en particulier. Deux concepts apparemment contradictoires en tracent la voie: la liberté et l'égalité. Le premier, la liberté, incite à dépasser les préjugés du temps et à ne pas se contenter d'opinions, d'humeur. Le second, à ne pas juger hâtivement en réduisant, pour son usage propre et pour sa propre tranquillité, les différences de l'autre. Voir en même temps les ressemblances et les différences de façon
égale permettra d'établir ce langage commun dont Camus disait que sa disparition signait l'anéantissement de l'humanité. Plus que vers un langage, d'ailleurs, c'est vers une conscience commune qu'il faut aller, la conscience d'appartenir à ce que Robert Antelme appelle l'espèce humaine. L'expérience tragique des camps, pour ce poète, comme pour tous ceux qui ont témoigné, révèle avec évidence et certitude que les pires crimes commencent par la rupture des relations et par l'établissement d'une hiérarchie des identités. Une tolérance qui ne s'exerce qu'entre des semblables est une bien piètre valeur. Elle va de soi, et à la limite, c'est un refuge narcissique. La difficulté commence quand l'image n'est plus conforme, quand elle renvoie à des différences irréductibles. La tolérance en permet le constat, et puis elle abandonne la partie, renvoyant chacun dos à dos, satisfaite de son ouverture d'esprit. Elle s'arrête là, alors qu'il faut aller plus loin, chercher à comprendre, demander à être éclairé, imaginer la place de l'autre, s'habiller juste un instant des vêtements de l'autre pour en éprouver la carrure ou la gêne. En fait, se sentir un court instant étranger à soi. Ce n'est pas abandonner ses convictions, surtout pas, c'est les éprouver au feu de l'échange et du questionnement. Être libre de ses choix, c'est aussi accepter ceux des autres et en même temps se poser le problème récurrent des limites de cette liberté. Une telle posture ne peut rester dans la sphère philosophique, bien sûr, elle doit conduire aux pratiques et s'incarner dans la société, intervenir donc dans le champ législatif et dans le champ juridique. Avant d'en suggérer les modalités, j'imagine de farouches opposants. Les fidèles qui affichent des choix indiscutables en s'appuyant sur une transcendance absolue qui ignore le réel. Ils illustrent de façon paradoxale soumission et autorité. Et on en connaît beaucoup qui cherchent à soumettre tous les autres à leur propre soumission. Oubliant l'homme ou le réduisant à un simple instrument, sans s'interroger un seul instant sur ce qui fait ce que j'appelais tout à l'heure l'espèce humaine. Je retrouve les critiques séculaires sur les incapacités de la morale hors de la religion. Et rappelez-vous le désespoir de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Pourtant, espérer en Dieu n'est pas désespérer de l'homme. Et la vertu, nous le savons aujourd'hui encore, n'est pas toujours du côté de la religion et des religieux. À trop en appeler au transcendant, on a parfois tendance à oublier l'immanent, c'est-à-dire l'homme. Toujours le fanatisme, frère jumeau de l'ignorance. Ce détour indispensable rappelle que cette créature vulnérable et mortelle qu'est l'homme dispose quand même d'un moyen pour assumer sa condition au mieux avec ses semblables, c'est la raison. Sans refaire l'histoire depuis la fin du Moyen-Âge, cette faculté a conduit à reconnaître à l'homme des droits naturels reposant sur une loi naturelle. Je vous épargne le détour par Vico, Pierre Bell, Spinoza, etc. Sans avoir recours à une autorité divine, la seule appartenance à l'humanité oblige au respect de l'autre,
car il porte une dignité égale à la mienne en venant au monde. Au XVIIIe siècle, on se demandait si un athée pouvait être vertueux. Aujourd'hui, la barrière entre celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas a basculé dans les replis du temps. Des vestiges subsistent encore, ils ne doivent plus être que les restes archéologiques d'une pensée qui n'est plus dans l'histoire. La loi divine ne peut contredire la loi naturelle qui fonde l'humanité. C'est en ce sens que les maçons se veulent de vrais noachites et réclament pour tous les hommes les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et puisque ces deux vérités ne peuvent s'annuler, il reste à établir l'espace dans lequel elles peuvent s'exercer harmonieusement. Ce terrain, c'est celui des droits imprescriptibles de la dignité humaine. Le droit premier des peuples n'est pas différent du droit des hommes et la loi ne devrait être partout que la loi des hommes pour les hommes. La frontière entre la raison des hommes et celle des dieux est parfois confuse. La laïcité doit en tracer les contours sans ambiguïté, mais la tolérance qui préside à cette géographie intellectuelle ne peut se borner à une attitude aussi frileuse que peu réfléchie. En somme, il s'agit tout simplement de parler à son voisin par-dessus la clôture, pas prendre son fusil pour le menacer, mais simplement monter sur un escabeau et parler avec lui. Ne pas s'en protéger comme d'un ennemi et concilier dans cet échange l'exercice des libertés réciproques. Au cours de la cérémonie qui accueille un nouveau frère, le président de la loge rappelle cette maxime que l'on trouve sous diverses formes dans toutes les religions : ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fût fait à toi-même. Mais il ajoute, le président, que la franc-maçonnerie va plus loin et demande que chacun pratique aussi la version positive de l'injonction « Fais aux autres tout le bien que tu voudrais qu'ils te fissent à toi-même ». Sans aller jusqu'à pratiquer des vertus qui deviennent impraticables tant elles sont idéales, il s'agit d'aller bien plus loin que la tolérance passive, de ne pas se borner à l'indifférence et de chercher toujours la compréhension et de faire une part plus grande à l'empathie qui est la marque de noblesse de l'espèce vivante. Alors cette tolérance, si souvent invoquée dans les discours, nous voyons que la tolérance nécessaire reste insuffisante aujourd'hui pour apaiser une société fracturée par les individualismes ou les communautarismes. Elle ne fait pas disparaître la dissymétrie interne de cette valeur. Le dissemblable, l'étranger, ne doit pas être supporté seulement, il doit être accueilli. C'est la raison pour laquelle je dis que la tolérance ne suffit pas. En restant sur son acception courante, elle est plus anxiogène que rassurante. Mais elle pose les véritables problèmes qui interrogent toutes les sociétés. La liberté et les libertés, la reconnaissance à égalité de tous les membres, la relativité des options philosophiques et des vérités personnelles. Elle doit donc s'étendre à un comportement éthique qui s'élabore dans l'échange, une éthique de la délibération qui est la marque des sociétés adultes. Les règles doivent être clairement définies dans et par ces échanges, en laissant
en suspens, mais sans les ignorer, ce que Rawls appelle des désaccords raisonnables. Le travail personnel et collectif que cela demande me fait penser que la tolérance n'est pas une valeur, mais bien une vertu. La vertu réclame l'effort et la conscience. La vertu, qui est une force au sens étymologique, exige non seulement de sortir de soi, mais de faire un travail sur soi et d'intérioriser les contraintes inhérentes aux libertés réciproques. La tolérance, considérée comme vertu, est inséparable de la réciprocité que la règle impose quand la délibération devient impossible. On peut penser qu'une société qui mettrait en œuvre l'apprentissage de cette vertu s'acheminerait vers une nouvelle conscience et un souci du bien commun qui font cruellement défaut. Loin des excès des opinions, de l'hubris ou de la déraison qui guettent toute collectivité, il faut rappeler ces paroles d'Aristote sur lesquelles je conclus. La vertu et l'homme vertueux sont la mesure de toute chose. Je vous remercie pour votre attention.